Alors dans cette vidéo, je vais vous donner quelques pistes de réflexion et d'analyse sur le sujet que faire de nos désirs. Alors, comme toujours, je vous conseille au départ, au brouillon, de vous interroger sur cette formule, de la faire sonner dans votre oreille pour lui restituer tous ses sens possibles. Que faire de nos désirs? Vous voyez, quand on se pose la question, je ne sais pas, devant un individu problématique, dont on ne sait pas trop quoi attendre ou tirer, on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire de lui, voyez? Comme si il s'agissait, dans cette formule, qu'est-ce qu'on va en faire, de trouver une solution, une issue à un problème. Et donc, c'est le premier sens sur lequel j'aimerais attirer votre attention. Quand on se demande que faire de nos désirs, on présuppose que le désir est vécu comme quelque chose de problématique. Problématique par son caractère involontaire, sauvage, naturel, euh, par son caractère intempestif, aliénant, mais aussi par son caractère décevant. C'est toujours l'éternel problème de l'excès, du désir, de l'imagination sur la réalité. Et puis, problématique du point de vue de la pluralité de nos désirs. Le sujet, c'est bien que faire de nos désirs et pas de mes désirs. Et on voit que le sujet a une dimension politique. Il y a dans nos désirs quelque chose de potentiellement conflictuel. Donc, dans tout ce que je viens d'énumérer, on comprend que le désir, les désirs sont des forces qui malmènent l'existence individuelle comme collective, tant du point de vue de la liberté que du bonheur ou encore de la justice. Donc premier sens, voyez, mais qu'est-ce qu'on va faire de nos désirs? Qu'est-ce qu'on va faire de ce problème du désir? Deuxième sens possible, qui sera intéressant, faire quelque chose du désir, faire quelque chose de quelque chose, c'est donner sa forme définitive à une réalité. C'est la façonner, c'est l'élaborer. Et donc, ça suppose que eh bien, cette réalité est une sorte de matière première qu'il s'agit de, de façonner, de finir et d'achever. D'autre part, troisième sens, dans le faire, il faudra aussi entendre la dimension de l'action. Faire, c'est pas seulement penser, comprendre, c'est agir. Et peut-être que ça sera une dimension du problème. Est-ce que on n'a pas à faire passer nos désirs à l'action? Donc vous voyez, dans ces trois sens que j'ai donnés à l'expression, que faire de nos désirs, on comprend qu'on ne peut pas s'abandonner à la spontanéité du désir. Il est nécessaire de reprendre nos désirs dans ce qu'on a appelé cette année une ascèse. L'ascèse, précisément, c'est une reprise. Nos désirs sont des données premiers reçus de la nature, de la société, du hasard des rencontres de notre histoire individuelle et collective, qui appellent une reprise, un travail. Voilà. Et donc c'est un peu le présupposé du sujet. Mais la question, c'est bien que faire de nos désirs. Donc on ne va pas s'interroger sur la nécessité de cette ascèse, ça c'est acquis, mais sur la nature de cette ascèse et de cette reprise. Où emmener nos désirs? Vers quoi? Voilà. Quel est le contenu de ce travail et de cette ascèse qu'il faut appliquer à nos désirs? Et là, je crois qu'il y a différentes pistes possibles. Je vous en propose autant que j'ai pu en imaginer en réfléchissant enfin, j'ai réfléchi à peu près 1 heure au sujet. D'abord, il y aurait une première réponse, mais on va rien arriver à en faire de nos désirs. Que faire de nos désirs? Mais précisément, on ne peut rien en faire parce que le désir, compris comme, je ne sais pas, par exemple,
Un vouloir vivre aveugle, sauvage et naturel, c'est avant tout un problème pour nous. Et il faudra penser toute forme d'ascèse comme une répression, une extinction. Voilà. Et finalement, on ne peut que surmonter le désir. Alors, dans cette voie-là, évidemment, vous avez Schopenhauer, le bouddhisme ou encore René Girard. Voilà, on ne peut que lucidement, mais de manière impuissante, réaliser combien nous sommes aliénés dans nos désirs. Voilà. Et on ne peut pas vraiment engager de combat avec le désir. Donc voilà, le désir est une pâte qu'on ne peut pas vraiment pétrir. Deuxième option possible, je ne dis pas que ce serait nécessairement ma deuxième partie, mais c'est les directions dans lesquelles vous pourriez aller. Bien sûr que le désir est un problème, mais c'est aussi une promesse. Et c'est pas simplement une sorte de vouloir vivre aveugle, c'est une matière première que nous pouvons façonner, sculpter, achever. Alors là, ça peut partir dans différentes directions. Vous pouvez montrer, par exemple, que c'est pas tant un faire qui est en jeu qu'un connaître ou qu'un savoir, et que ce qu'il faut, entre guillemets, faire pour le désir, c'est le comprendre pour l'aider à atteindre ce qu'il veut véritablement, pour achever l'élan du désir. Et donc là, vous avez toute la voie de la sagesse d'un Aristote ou d'un Platon, bien sûr, ou d'un Épicure. Voilà. Il n'y a pas tant quelque chose à faire pour le désir qu'à savoir. Et c'est le présupposé des antiques que finalement, il faut savoir pour agir bien. Voilà. Toujours dans cette idée que le désir est une sorte de matière première indigente qu'il faut retravailler, vous pouvez dire que ce qu'il faut faire de nos désirs, c'est pas tant les emmener vers leur véritable objet, leur véritable finalité, que d'en faire un tout cohérent. Voilà. Ce qui est problématique dans le désir, à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective, c'est justement son caractère multiforme, contradictoire. Ce qu'il faut faire, c'est organiser nos désirs, tant à l'intérieur du sujet que dans la sphère collective. Alors, dans cette direction, vous auriez le travail de Paul Ricoeur. Par exemple, c'est le propre de la recherche du bonheur par rapport au plaisir que de viser une sorte de bien supérieur et de faire de ce tas contradictoire de désirs un tout cohérent et convergent. Voilà. À travers lequel on cherche à exprimer notre identité. Voilà. Vous pouvez penser aussi à toutes les réflexions politiques, que faire de nos désirs, eh bien, vous pouvez aller du côté de Hobbes, par exemple, qui montre que seul le contrat social parviendra à nous sortir de la conflictualité du désir, pour en faire un tout cohérent, vous voyez, collectivement. Donc voilà ce que vous avez comme possibilité. Troisième possibilité, effectivement, le désir est une sorte de pâte informe et il ne faut pas trop rapidement, comme Schopenhauer ou le bouddhisme ou René Girard, jeter l'éponge et se résigner. En fait, nous avons à achever ce mouvement sauvage, brut du désir pour en faire une réalité socialement acceptable, mais aussi vivable d'un point de vue individuel. Et là, vous voyez, vous pourriez vous acheminer vers une nouvelle conception du désir, pas simplement comme un vouloir vivre aveugle, mais comme une force qui tend
à se socialiser, à devenir sens, à devenir signe. Et je me dirigerai dans cette direction du côté de Freud, par exemple, que faire de nos désirs, les sublimer, leur donner euh, une forme supérieure, c'est-à-dire les aider à s'exprimer. Et vous pourriez compléter cette analyse avec Paul Ricoeur pour montrer que il s'agit de transformer cette poussée en visée, de faire parler le désir et de lui donner justement une forme signifiante qui lui permette d'entrer justement en société. Donc ça serait intéressant parce qu'on pourrait combiner les deux dimensions du sujet, la dimension individuelle et la dimension collective. Voilà. Je pense qu'il faudrait encore envisager une autre possibilité, après à vous de tracer un chemin cohérent à travers tout ce que je vous suggère. Cette autre possibilité, c'est de vraiment d'entendre le faire comme le fait de passer à l'action, que faire de nos désirs, eh bien les transformer précisément en forces agissantes qui ont prise sur le réel. Faire, ce n'est pas seulement penser, comprendre, comme nous l'ont proposé les philosophes antiques. Alors, je mettrai à part Aristote, parce qu'Aristote, il a eu ce souci justement du faire. Euh, que faire de nos désirs, il faut les faire passer à l'acte. Il faut transformer ses souhaits, ses velléités, ses rêves en réelle volonté. D'accord. Ce désir qui attend la manne, hein, comme dit Alain, il faut le transformer en projet qui se soucie des moyens et qui se confronte à la réalité. Voilà. C'est ça l'achèvement qu'attend le désir. Euh, il n'attend pas tant d'être sublimé dans une réalité supérieure, Freud, Paul Ricoeur, il n'attend pas tant d'être organisé comme un tout cohérent, mais il attend aussi de pouvoir passer à l'action, de pouvoir s'incarner. Et c'est ça l'achèvement ultime pour le désir, c'est quand même de mettre son empreinte sur le réel et de n'être pas seulement une sorte de projection. Voilà, et donc dans cette direction-là, vous avez bien sûr toutes les analyses d'Alain sur la volonté, d'accord, ou encore de Ferdinand Alquier, mais encore ce que je viens de développer dans mes vidéos sur Aristote, hein, je crois qu'on a là vraiment une sagesse pratique qui se soucie du, de la carrière réelle, de la carrière du désir dans le réel. Voilà, qui se soucie dans la délibération pratique eh bien, de rapprocher le désir le plus possible de l'action en interrogeant les moyens de sa réalisation. Donc voilà, vous pourriez partir dans toutes ces directions. Je ne pense pas qu'il faille nécessairement dans cette dissertation trop accuser la dialectique. Euh, je pense que vos réponses peuvent s'emboîter les unes dans les autres de manière progressive. Bien sûr qu'il faudra mettre à la toute fin ce que vous considérez comme étant finalement la tâche, le travail peut-être le plus nécessaire pour le désir. Et je crois que ce critère de l'action serait vraiment important. Voilà, faire passer le désir dans la réalité en le rapprochant justement, en lui donnant les moyens d'agir. Voilà.